À l'époque de cet événement, j'avais 16 ans. J'en ai 25 aujourd'hui et je vais faire de mon mieux pour vous raconter toute l'histoire. C'était lors d'Halloween dans ma petite ville du sud de la Louisiane. C'était une nuit fraîche, la température avoisinait les 29 degrés Celsius et la chaleur ne semblait pas vouloir se calmer. Je me promenais avec ma grande sœur et notre amie, Brooke. Ma sœur était déguisée en chat et Brooke en sorcière. Moi, j'avais fait le mauvais choix de porter une robe de soirée car j'avais décidé d'incarner une reine de bal zombie. J'avais même une couronne et tout le reste. Mais j'étais littéralement en train de me noyer dans cette robe, il faisait tellement chaud. Le corset dans le dos m'empêchait de respirer correctement. Il était environ 8h40 et les enfants avaient quasiment tous quitté les rues. Nous nous dirigions vers le parc à côté de la mairie, où ma mère devait venir nous chercher. Nous étions censés être là-bas à 9h. Nous étions encore à environ 6 pâtés de maison du parc, quand ma sœur s'est arrêtée pour parler à une de ses amies. Je n'avais pas l'intention de m'arrêter, il était presque l'heure que ma mère vienne nous chercher, et je ne voulais pas être en retard. J'étais aussi très mal à l'aise dans cette stupide robe, et tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. J'avais continué à marcher pendant environ 2 pâtés de maison avant de réaliser que ma sœur et mon amie étaient restés en arrière. J'étais agacé, pour le dire gentiment, mais il ne me restait plus que 4 pâtés de maison à parcourir avant de pouvoir m'allonger dans le minivan de ma mère. Être seul dans cette obscurité commençait à me donner la chair de poule. Les lampadaires jaunâtres n'aidaient pas à rendre l'ambiance moins sinistre. Je continuais à marcher à bon rythme jusqu'à ce que j'entende le bruit d'un pot d'échappement qui se rapprochait derrière moi. Je me suis décalé sur le bas-côté. Un gros camion noir est passé très vite devant moi et a ensuite tourné à gauche un peu plus loin. J'ai traversé l'intersection et il ne me restait plus que 3 pâtés de maison à faire. Puis, j'ai de nouveau entendu le bruit du camion. Comme je n'étais pas remonté sur la route, je n'ai pas pris la peine de regarder derrière moi cette fois. Ça ne me paraissait pas trop bizarre qu'ils repassent par là. La 3e fois qu'ils sont passés, ils ont ralenti pendant une bonne 30aine de secondes. Et c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment peur. Je ne reconnaissais pas le camion, et les vitres étaient teintées très foncées. Dès que j'ai cru apercevoir un bout de visage, ils ont accéléré brusquement et disparu au coin de la rue. J'ai encore marché un pâté de maison avant de les entendre revenir. Il ne me restait plus que 2 pâtés de maison à parcourir avant de retrouver ma mère. J'étais effrayé et j'ai commencé à courir. J'avais déjà du mal à respirer à cause de cette robe et j'étais terrorisé à l'idée de m'évanouir. Dès que j'ai entendu le bruit du camion à nouveau, mon estomac s'est noué. Je continuais à marcher, mais beaucoup plus vite qu'avant. Je gardais les yeux baissés en observant mon ombre se rapprocher au fur et à mesure que les phares du camion approchaient. Puis, j'ai entendu les freins. J'ai pris la décision de courir, mais c'était trop tard. C'est là que j'ai réalisé à quel point ils étaient proches de moi. J'ai ressenti une douleur vive à l'arrière de la tête. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un bras sortir de la fenêtre. Un aigle tenant une épée était tatoué sur son avant-bras. Il avait attrapé mes cheveux et les tenait fermement dans son poing. Avant que je ne comprenne vraiment ce qui se passait, il a appuyé sur l'accélérateur et je me suis retrouvé à courir à côté de son camion, traîné par les cheveux. Je me débattais, je griffais son bras, en pleurant et en criant. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que si je trébuchais, j'allais me faire écraser. Cet homme riait, et je me sentais complètement impuissante. Aussi vite que ça avait commencé, il m'a lâché. Je suis tombé à genoux sur l'asphalte, déchirant ma robe, écorchant mes paumes et mon cuir chevelu qui me brûlait. J'étais inconsolable, en pleine crise de panique. Je me suis relevé et j'ai essuyé mon visage. Puis, j'ai regardé autour de moi, me sentant complètement violé. J'ai jeté un coup d'œil en arrière et réalisé que cet homme m'avait traîné par les cheveux sur environ un pâté de maison et demi. Une fois que j'ai repris mes esprits, j'ai traversé la rue pour rejoindre le parc. Ma mère n'était toujours pas là. Je me suis réfugié dans un toboggan fermé et je me suis recroquevillé à l'intérieur pour pleurer. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là avant d'entendre ma mère crier mon nom. Je suis sorti et elle remontait la rue en m'appelant. Je suis allé vers elle. Elle m'a regardé de haut en bas et a commencé à paniquer. Apparemment, j'avais du sang sur le visage et ma robe, à cause de mes mains. Elle s'est précipitée vers moi,
en me demandant ce qui s'était passé, tout en vérifiant s'il y avait une coupure ou quelque chose de plus grave. Je n'arrivais pas à trouver mes mots, alors je me suis simplement accroché à elle et j'ai pleuré. Nous avons passé les heures suivantes au poste de police à faire une déposition. En résumé, il ne s'est jamais vraiment rien passé après ça. Ma sœur a eu des ennuis avec mes parents pour ne pas avoir été à la mairie à l'heure. Elle a été punie. Ma mère avait quitté la mairie pour venir nous chercher, et elle avait trouvé ma sœur là où je l'avais laissée. Ma sœur n'avait même pas réalisé que je n'étais plus avec elle. Moi aussi j'ai eu des ennuis pour ne pas être resté avec ma sœur, mais je n'ai pas été puni. Je suis toujours furieuse que cette robe ait été ruinée, que j'ai perdu ma couronne, et encore plus en colère que cet homme n'ait jamais été attrapé. Cette année pour Halloween, je sortirai avec mon filleul pour faire du porte-à-porte. Ce sera la première fois que je participe à Halloween depuis cet événement. Tout d'abord, je dois dire que je suis une habituée silencieuse ici depuis un moment, et je ne me suis créé un compte que récemment pour suivre les histoires qui attiraient mon attention. Jamais je n'aurais pensé avoir quelque chose à poster ici. Honnêtement, je préférerais que ce ne soit pas le cas. J'aurais été parfaitement contente de rester dans l'ombre. Commençons par un peu de contexte me concernant. Je travaille dans un de ces labyrinthes hantés pour le mois d'octobre. C'est payé au salaire minimum, donc ça me permet de gagner un peu d'argent pour payer mes études. Le labyrinthe où je travaille est un mélange de champs de maïs et de maisons hantées. Je ne suis pas de celles qui sortent avec un masque ensanglanté pour effrayer les visiteurs. Moi, je suis la fille qui travaille au comptoir des photos. En effet, dans le labyrinthe, on prend des photos des visiteurs à un moment précis du parcours, et à la fin, ils peuvent voir leurs photos où ils ont l'air ridicules et effrayés, puis l'acheter pour 5 €. C'est plutôt amusant de voir les visages des gens, il y a des clichés vraiment hilarants. Cela fait quelques semaines que je travaille ici, juste quelques soirs par semaine. Des centaines de personnes sont passées par là, et chaque personne a été prise en photo en criant, en sautant ou en fixant l'objectif avec horreur, au moment où l'image est capturée. Mais ce vendredi soir, tout a changé. Vers 8h30 du soir, une photo s'est chargée sur mon ordinateur et je l'ai programmée pour l'imprimer. On m'a dit par message que c'était une personne seule, donc je ne devais en imprimer qu'une copie. J'étais prête à le faire et j'ai jeté un coup d'œil à la photo. C'était un homme seul, entièrement vêtu de noir, avec un chapeau melon noir de jais sur la tête. Il ne criait pas, ne se reculait pas non plus. Il regardait droit dans la caméra, son visage partiellement masqué par l'ombre. Cela m'a déstabilisé. Je n'avais jamais vu quelqu'un ne pas réagir. Jamais. Peut-être qu'il avait l'habitude de ce genre de truc, ou bien peut-être que quelqu'un lui avait dit à quoi s'attendre. J'ai rapidement surmonté cela, et j'ai continué ma soirée, vendant aux gens leurs souvenirs amusants. Nous étions sur le point de fermer vers 11h du soir. J'étais en train de ranger les photos invendues quand j'ai vu de nouveau la photo de cet homme. Je me suis souvenu que je ne l'avais jamais vu passer pour lui demander s'il voulait acheter sa photo. C'était étrange, car tout le monde devait passer par mon kiosque pour sortir du labyrinthe. Une nouvelle fois, j'ai décidé de ne pas m'inquiéter, et je suis rentré chez moi. C'est là que ça devient effrayant et étrange. Je suis retourné travailler samedi et j'ai fait mon boulot jusqu'à environ 8h30, puis une nouvelle photo est arrivée. Cette fois encore, une personne seule, un homme complètement vêtu de noir, sans peur, fixant la caméra. Mais cette fois, je pouvais un peu mieux voir son visage. Il souriait d'une manière terrifiante, dévoilant pratiquement toutes ses dents. J'ai ressenti un profond malaise et j'avais envie de partir. Mais évidemment, je ne pouvais pas. Les samedis sont nos nuits les plus chargées. Enfin, la soirée s'est terminée, et encore une fois, il n'est jamais venu chercher sa photo. J'ai demandé à mon patron de venir voir cette fois. Je lui ai montré les 2 photos, et je lui ai expliqué que cet homme n'était jamais venu les récupérer. J'étais visiblement secoué, mais il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il s'agissait probablement d'un plaisantin cherchant à nous effrayer. Mais moi, je suis inquiète. Que devrais-je faire? Je travaille encore ce soir. Je vous tiendrai au courant demain. Mais je suis terrifié. Et s'il revenait? Et s'il savait que je travaille à ce kiosque et que je vois ces photos?
Mise à jour. Je suis convaincu que cet homme, ou quoi qu'il soit, sait qui je suis et sait que je suis ici. Je pense qu'il est là exprès pour moi. Dimanche soir, j'ai demandé à mon patron si je pouvais avoir quelqu'un pour travailler avec moi parce que j'étais trop nerveuse. Il a refusé ma demande car il n'avait pas assez de personnel ce soir-là. Je comprends, les dimanches ne sont pas aussi occupés, même juste avant Halloween. Mais celui-ci s'avérait plutôt chargé, et il ne s'attendait pas à ce que j'ai besoin d'un garde du corps. Il m'a dit qu'il viendrait me voir toutes les heures pour vérifier si tout allait bien. Je me sentais un peu enfantine et stupide, mais tant pis, j'ai accepté. La nuit venait de commencer, il faisait encore jour, tout se passait bien. Je me sentais presque trop en sécurité. Puis, vers 7h45, j'ai réalisé que je devais aller aux toilettes. J'ai envoyé un message à mon patron pour lui demander de m'envoyer quelqu'un pour me remplacer un moment. Pas de réponse. Ce qui est vraiment étrange, car normalement, il répond très rapidement à mes messages pour s'assurer que tout va bien. Quand il m'a enfin répondu, il était 8h21. Je le sais parce que je regardais mon téléphone toutes les 30 secondes. Il m'a dit qu'il allait envoyer la fille du comptoir des billets, je vais l'appeler Alex, même si ce n'est pas son vrai nom, pour me remplacer un moment, et qu'il s'occuperait des billets pendant ce temps. Dès qu'Alex est arrivé au kiosque, j'ai pratiquement couru jusqu'aux toilettes, tellement je devais y aller. Évidemment, il y avait une file d'attente. Je me tenais là, attendant impatiemment, quand j'ai perçu un mouvement du coin de l'œil. J'ai regardé, et il y avait juste ce champ de maïs qui ne fait pas vraiment partie du labyrinthe. Il s'étend à perte de vue. Je l'ai vu. J'ai littéralement vu cet homme debout dans le champ, avec ce même sourire sinistre sur le visage. J'ai regardé autour de moi et remarqué qu'il n'y avait plus de fil, plus de gens autour de moi. Mon sang s'est glacé, et mon cœur battait plus vite que jamais. Je me suis précipité dans les toilettes portatives, j'ai verrouillé la porte et j'ai vomi. Je pleurais comme un bébé, tremblante et prise de sanglots. Je suis resté là pendant presque 15 minutes. Quand je suis sorti, j'ai gardé les yeux droits devant moi, ignorant complètement le champ de maïs à côté. De retour au kiosque, Alex a remarqué que quelque chose n'allait pas et a envoyé un message à notre patron. Il a dit qu'il ne pouvait pas quitter le comptoir des billets, alors il a demandé à Alex de rester avec moi jusqu'à ce que j'aille mieux. J'ai cette peur irrationnelle de décevoir les gens, donc stupidement je lui ai dit que j'allais bien et qu'elle pouvait retourner à son poste. C'est idiot, je sais, mais c'est juste une chose chez moi. Je déteste tellement l'idée de décevoir les autres que j'étais prête à rester terrifiée toute seule dans ce foutu kiosque pendant encore 2 heures. Donc Alex est parti, un peu à contre-cœur je pense, et j'étais de nouveau seule. Il était presque 9 heures du soir. J'ai décidé de regarder les photos prises autour de 8h30 pour voir s'il était passé par là. Non. Je pense qu'il savait que je n'étais pas au kiosque. C'est pourquoi il était dans le champ près des toilettes et pas dans le labyrinthe. Je ne comprends pas ce que j'ai bien pu faire pour qu'il s'en prenne à moi. Peut-être qu'il n'est pas maléfique. Peut-être qu'il a juste un message pour moi ou quelque chose. Je n'en sais rien. Je sais que je devrais démissionner de ce travail, mais je ne peux pas me résoudre à laisser tout le monde sans personne. C'est difficile de trouver quelqu'un pour les former si près d'Halloween, avec tout le monde débordé. Je ne veux pas non plus partir, car j'ai ce sentiment, au fond de moi, un sentiment presque primal, que peu importe où je vais, il essaiera de me suivre. L'effervescence d'un parc d'attractions populaire à Deauville, en Normandie, s'interrompt brusquement lorsqu'une découverte macabre est faite dans l'une de ses attractions les plus prisées, la maison hantée. L'équipe de tournage de l'émission de télévision, L'homme de 6 millions filmait un épisode dans la maison hantée lorsqu'un membre de l'équipe a accidentellement heurté un mannequin suspendu au plafond, provoquant la chute de son bras. En examinant le bras tombé, l'équipe a été horrifiée de découvrir qu'il contenait un véritable os humain. Ces restes momifiés étaient ceux d'un homme inconnu jusqu'alors. Grâce à des preuves médico-légales, le mannequin a été identifié comme étant un voleur de train raté du nom d'Édouard Montreuil. Édouard est né d'une mère célibataire en Bretagne en 1880 et n'a jamais su qui était son père. Durant son adolescence, il était connu pour être l'ivrogne du village et un enfant plutôt turbulent. À l'âge de 20 ans, sa mère est décédée de manière inattendue
et Édouard a décidé de partir à l'aventure dans l'ouest de la France, en quête de fortune et d'un travail. En 1907, il a été recruté dans l'armée pour la Première Guerre mondiale, où il a appris à manipuler des explosifs, notamment la nitroglycérine. Après la guerre, la vie d'Édouard a pris une mauvaise tournure, et il s'est retrouvé à court d'argent. Il a donc cherché un moyen rapide de s'en procurer, ce qui l'a conduit dans une spirale de criminalité. Durant cette période, il a commencé à voyager de ville en ville, braquant des trains et des banques en chemin. Connaissant la puissance de la nitroglycérine, il pensait pouvoir utiliser cette substance corrosive pour forcer les coffres-forts plus facilement, prendre l'argent et filer rapidement vers sa prochaine cible. Cependant, un problème se posait à chaque tentative. Sa méthode ne fonctionnait jamais comme prévu. Cette théorie s'est confirmée lorsque, en 1911, Édouard a tenté de braquer un train en Normandie. Il a attaché des explosifs au coffre-fort, mais cela a fait fondre l'argent à l'intérieur, le rendant complètement inutilisable. Un autre braquage raté a eu lieu en Bretagne, où sa position a été trahie alors qu'il tentait de forcer la couche extérieure d'un coffre-fort dans une banque, alertant ainsi les autorités locales. Finalement, en octobre 1911, Édouard a pensé qu'il ferait enfin un grand coup en braquant un train en Normandie. Lui et plusieurs complices avaient prévu de s'attaquer à un train transportant des paiements destinés à la tribu nationale d'Ouessant. Avec leur plan en marche, ils étaient convaincus que ce serait leur plus grande réussite. Cependant, ils se sont à nouveau trompés. En effet, ils ont rattrapé le train, mais ce n'était pas un train de marchandises. Il s'agissait en fait d'un train de passagers. Au terme de ce braquage mal planifié, les voleurs ne sont repartis qu'avec 46 francs et 2 cruches de whisky de maïs. Complètement découragé et fatigué d'échouer sans cesse, Édouard s'est réfugié dans une grange, entre la Normandie et la Bretagne, pour noyer son chagrin dans une bouteille de whisky. Ce qu'il ignorait, c'est que la police était sur ses traces et finirait par le retrouver. Après une fusillade intense autour de la grange, Édouard a trouvé la mort et a été déclaré mort le 7 octobre 1911. Le corps d'Édouard a été emmené dans une maison funéraire à Rouen, où il a été embaumé en attendant qu'un proche vienne réclamer son corps. Malheureusement, ce jour n'est jamais venu. 5 ans plus tard, le directeur de la maison funéraire, voulant tirer un peu d'argent de ce pauvre corps non réclamé, a commencé à utiliser Édouard comme une attraction morbide et comme forme de publicité pour ses services funéraires. Encore 5 ans plus tard, le corps d'Édouard continuait d'être exposé quand des propriétaires de fêtes foraines sont venus demander à récupérer le cadavre. Le directeur de la maison funéraire a d'abord refusé, mais les forains l'ont convaincu en prétendant être des parents éloignés du défunt et vouloir l'emmener pour un enterrement digne de ce nom. Le directeur a fini par accepter, et les propriétaires de la fête foraine ont emmené Édouard, qui deviendrait l'une des attractions les plus populaires de leur carnaval, sous le surnom du bandit qui ne renonçait jamais. Pendant plus de 65 ans, le pauvre corps d'Édouard a été vendu de fête foraine en fête foraine, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un simple objet de curiosité morbide, exposé dans un cercueil en bois. Personne ne savait qu'Édouard n'était pas un mannequin en bois, mais un véritable corps humain. Finalement, il a terminé sa route à Deauville, dans un nouveau parc d'attractions. Il y était exposé dans la maison hantée, jusqu'au jour fatidique où l'équipe de télévision a fait cette découverte horrible. Édouard Montreuil a eu droit à un dernier voyage. Il a été inhumé une dernière fois au cimetière de Montmartre à Paris, où il peut enfin reposer en paix, pour de bon. Cette histoire se déroule la veille d'Halloween, le 30 octobre. Je ne me souviens pas exactement de mon âge, mais je suis sûr que j'étais au collège, soit en 6e, soit en 5e. Donc, je ne pouvais pas avoir plus de 12 ans. Pour donner un peu de contexte à l'histoire, je pesais à peine 45 kilos jusqu'à mon entrée au lycée. J'ai toujours été très mince, peu de forme, et je n'étais ni particulièrement grande ni petite pour une fille. En général, je n'avais pas beaucoup d'énergie, mais la seule fête qui me rendait toujours hyper excité, c'était Halloween. J'adorais, et j'adore encore les déguisements. Ce soir-là, ma mère a conduit ma sœur et moi
dans un petit centre commercial à Laval, où un magasin de vêtements à prix réduit venait d'ouvrir peut-être 3 mois plus tôt. Je dis petit centre commercial, parce que le seul autre commerce ouvert dans le centre était un Sally's Beauté et un Simmons. C'était un achat de dernière minute, il était déjà aux alentours de 8h30 ou 9h du soir, donc le Sally's était fermé, et le Simmons, ainsi que le magasin de vêtements où nous allions, allaient eux aussi fermer dans l'heure. Cela dit, le magasin était étonnamment grand une fois à l'intérieur, et pour Halloween, ils avaient décoré l'endroit de haut en bas avec des décorations et des costumes vraiment sympas. Il était facile de se perdre dans un endroit aussi vaste, avec des rayons très hauts qu'il était presque impossible de voir par-dessus. Peu de temps après notre entrée dans le magasin, un employé du rayon des cabines d'essayage a mis un masque de squelette et a surgi de derrière un présentoir, me faisant une peur bleue, à moi et à moi seul. Ma mère et ma sœur ont bien sûr beaucoup ri, puis elles se sont éloignées de moi pour faire leur propre shopping. Je savais que c'était pour rire, alors je me suis mise à chercher un costume pour moi-même. À cette époque, j'avais une véritable addiction à mon lecteur MP3 et j'écoutais de la musique en parcourant les rayons, mais j'avais constamment des frissons dans la nuque, comme si quelqu'un me regardait ou me suivait. À un moment donné, j'ai retiré un de mes écouteurs, baissé le volume et remarqué que chaque fois que j'avais cette sensation d'être observé, j'entendais en plus un sifflement étrange qui se rapprochait. Il y avait quelques autres familles dans le magasin, donc je me suis dit que je paranoïais sans doute. Je suis allé retrouver ma famille, et elles m'ont dit qu'elles allaient quelques portes plus loin au Simmons, pour y faire du shopping avant la fermeture, et que je pouvais rester chercher un costume dans le magasin, puis venir les retrouver après. Ma mère m'a donné 20 $, et elles sont parties pendant que je continuais mes recherches. Pourtant, cette sensation persistante d'être observé ou suivi ne m'a jamais quitté. À un moment donné, en marchant entre les portants de vêtements, j'ai remarqué une paire de chaussures noires, sales, de l'autre côté. Mais je n'ai jamais vu le visage de cette personne. À ce stade, je savais que je ne trouverais pas de costume ici, alors j'ai décidé de quitter le magasin pour aller retrouver ma famille chez Simmons. Je me souviens distinctement d'avoir entendu des pas juste derrière moi alors que je sortais. Même en zigzagant entre les allées, les pas suivaient. Mon cœur battait de plus en plus vite, parce que je savais maintenant que je ne l'imaginais pas. J'avais fait de l'athlétisme au collège, donc j'ai pu accélérer le pas sans perdre mon souffle, mais les pas derrière moi ne faiblissaient pas. Ce n'est qu'une fois dehors que j'ai enfin osé me retourner pour voir qui me suivait. Je me suis figé en le voyant. C'était un homme blanc, probablement pas plus de 35 ans, habillé tout en noir avec sa capuche relevée. Il me fixait sans détourner le regard. Il n'avait aucun sac, donc il ne faisait clairement pas de shopping. Pendant que je le regardais, il ne cessait pas de me suivre, au contraire, il semblait presque sourire. En y repensant, je m'en veux de ne pas avoir crié à l'aide à ce moment-là, mais la terreur m'avait complètement paralysé. Je me suis immédiatement retourné et je suis parti en courant. Le Simmons était plusieurs portes plus loin, à une bonne distance du magasin de vêtements, mais je n'ai pas ralenti du tout, car j'entendais l'homme courir derrière moi et sa respiration lourde, preuve qu'il faisait tout pour me rattraper. Il était déterminé. Je me souviens d'avoir laissé échapper des petits cris de peur en réalisant qu'il gagnait du terrain bien plus vite que je ne l'avais imaginé. J'étais terrifié à l'idée qu'il m'attrape dans ce centre commercial sombre et presque désert, et que je ne puisse jamais rejoindre ma famille à temps. Personne ne se serait douté de quoi que ce soit. Peut-être qu'ils auraient même cru à une blague d'Halloween. Un dernier sursaut d'énergie m'a permis de traverser les portes automatiques du Simmons, mais, à mon horreur, l'homme est entré juste après moi. Nous courions tous les deux à toute vitesse à travers le magasin. Mon cerveau n'avait même pas pris le temps de réfléchir à autre chose qu'à fuir. Je n'ai même pas pensé à crier ou à demander de l'aide aux personnes présentes dans le magasin. Elles devaient être témoins de ce qui se passait et ne pas comprendre que ce n'était pas une blague. Heureusement, aussi petite que j'étais agile, et j'ai pu sauter entre deux présentoirs rotatifs de coques de téléphone et d'écouteurs, sachant qu'il ne pourrait pas passer à cause de sa taille. Il a littéralement tendu un bras à travers l'espace et a tenté de m'attraper par l'arrière de mon t-shirt. Par chance, il a fait beaucoup de bruit en faisant cela,
ce qui a attiré l'attention des autres personnes présentes dans le magasin. Je n'ai pas arrêté de courir, pas une seule seconde. Quand j'ai enfin trouvé ma mère, je me suis effondrée, tremblante, en sueur et en larmes. La dernière chose que j'ai vue de cet homme, c'est lui prenant la fuite rapidement hors du magasin. À ce jour, ma mère et ma sœur pensent encore que j'ai exagéré toute cette histoire. Elles croient fermement que c'était une farce montée par le garçon du magasin, celui avec le masque de squelette. Et je déteste que cela ait discrédité mon récit et mes craintes. Le garçon du magasin était un adolescent en uniforme rouge vif, alors que l'homme qui m'a suivi et a failli m'enlever était un homme adulte beaucoup plus effrayant que n'importe quelle blague d'Halloween. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire différemment, mais à ce jour, je remercie ma bonne étoile d'avoir été suffisamment petite et rapide pour lui échapper. Ce jour-là, je n'avais pas mon téléphone portable parce que j'avais eu des ennuis. Si j'avais été enlevé, il n'y aurait eu pratiquement aucun moyen de me retrouver. Rien que d'écrire cette histoire me donne encore des frissons. Et aujourd'hui encore, je suis extrêmement protectrice envers mes jeunes cousines, surtout quand nous sommes en public. Cela s'est passé lorsque j'étais au lycée. À l'époque, je travaillais à temps partiel dans un supermarché, et c'était devenu une tradition pour nous tous de participer à une sorte d'événement effrayant pour Halloween. La première année, nous sommes allés dans une forêt hantée, puis dans un labyrinthe de maïs hanté, où j'ai commencé la soirée en tombant tête la première dans une flaque de boue. Ensuite, il y avait eu des moments comme rester coincé dans une sorte de cabanon avec des personnages de Jason Voorhees, ou être poursuivi par Leatherface, et d'autres choses du genre. C'était plutôt amusant. Si je trouve le bon forum, je raconterai peut-être ces histoires une autre fois. Bref, je crois que c'était notre 3e année de participation à ces sorties, et cette fois, nous nous dirigions vers une usine hantée dans une ville voisine. C'était avant l'ère des smartphones, donc nous comptions beaucoup sur des itinéraires imprimés. En raison de la taille de notre groupe, nous avons dû voyager dans 3 voitures, et je me trouvais dans la dernière, avec mes collègues Noël et Jeanne. Hélas, nous nous sommes perdus à cause des gens en tête du convoi qui étaient terribles en navigation. À un moment donné, nous nous sommes retrouvés dans un quartier assez défavorisé de la ville, et en passant près d'un parking, j'ai entendu quelqu'un crier. Finalement, notre voiture a été séparée du reste du groupe à un feu rouge. Lorsque le feu est passé au vert, nous avions perdu tout le monde. Nous avons roulé un moment en essayant de nous retrouver, tout en discutant au téléphone avec les autres voitures. J'étais assise à l'arrière, parlant à Laura, qui se trouvait dans la première voiture, et essayant de guider Noël, notre conducteur, tandis que Laura faisait de même avec son mari, qui conduisait leur voiture. Ça ne se passait pas bien du tout. À un moment donné, j'ai dit à Noël, « Arrête-toi quelque part et laisse-les nous retrouver. » Noël aurait pu s'arrêter dans plusieurs endroits, comme un Burger King ou le parking d'un immeuble de bureaux, mais il a choisi de se garer dans le parking d'un bar louche. Pourquoi? Aucune idée. Peut-être parce qu'il y avait un grand panneau lumineux d'une banque à proximité, ce qui servait de bon point de repère pour que les autres puissent nous retrouver. Nous attendions donc dans ce parking quand une ligne de 7 voitures est entrée dans le bar. Ce n'était pas si surprenant puisque c'était un vendredi soir, mais ces voitures ne se sont pas garées normalement. Elles nous ont entourés, leurs capots pointant tous vers nous, et à cause de leur proximité, il n'y avait plus d'espace pour que nous puissions partir. Nous étions littéralement piégés. Pendant quelques minutes, les occupants des voitures nous fixaient depuis leur véhicule. Puis, tous ont commencé à sortir et à marcher vers nous en une grande masse compacte. Il y avait au moins 10 de ces types à l'allure menaçante, et à ce stade, j'étais convaincu que nous allions nous faire braquer. « Sortez vos portefeuilles », ai-je dit à Noël et Jeanne, tout en faisant de même. Je n'avais pas vraiment beaucoup d'argent sur moi, ce qui m'inquiétait, car je me demandais ce qu'ils allaient en faire si ce n'était pas suffisant. J'étais terrifié, mais j'essayais de garder mon calme. Noël, de son côté, semblait vraiment peu inquiet, ce que je n'arrivais pas à croire, surtout que sa voiture contenait à la fois une adolescente et sa petite amie. Quant à Jeanne, elle était tellement effrayée qu'elle s'est mise à pleurer. L'homme que je présumais être leur chef a été le premier à atteindre notre voiture.
Il s'est approché du côté passager, là où Jeanne et moi étions assises. Il a regardé à l'intérieur de la voiture pendant un moment, puis lui et son groupe sont retournés à leur voiture et se sont garés normalement. Je ne prenais aucun risque, alors j'ai ordonné très fermement à Noël « Va au Burger King pour l'amour du ciel ». Nous avons finalement réussi à retrouver le reste du groupe et nous sommes arrivés à l'usine hantée qui, honnêtement, était beaucoup moins effrayante que ce que nous venions de vivre. Peut-être que ça ne semble pas si terrifiant à entendre, mais croyez-moi, ça l'était vraiment. J'ai quelques théories sur ce qui s'est passé. La première, les gars sont arrivés à la voiture, ont vu qu'on n'avait probablement pas grand-chose à leur offrir et ont changé d'avis à propos du braquage. Cependant, cette théorie semble peu probable. La deuxième, plus plausible, ils pensaient que nous étions quelqu'un d'autre, et en regardant dans la voiture, ils ont réalisé leur erreur. La troisième, ils voulaient simplement nous faire peur pour s'amuser. Quelle que soit la raison, j'ai vraiment eu peur, et 13 ans plus tard, je suis encore très méfiante lorsque je retourne dans cette ville. Un soir d'Halloween, mon petit frère de 9 ans et ma petite sœur de 12 ans voulaient sortir pour aller chercher des bonbons. Ma mère m'a demandé, à moi, son fils de 15 ans, de les accompagner pour veiller à leur sécurité. Cela ne me dérangeait pas du tout car je savais que je récupérerais tous les bonbons que mes petits frères et sœurs, souvent difficiles, n'aiment vraiment pas. Ils ont mis leurs costumes et ont cherché des sacs d'épicerie pour y mettre leurs friandises, pendant que je mettais une veste avec mon iPod et un canif dans la poche. Nous sommes donc tous les trois sortis et avons commencé notre tournée de porte en porte. J'avais une routine bien établie. Je vérifiais si la lumière du porche de la maison était allumée. Je les accompagnais jusqu'à la porte, restais derrière eux pendant qu'ils sonnaient, attendais que la personne à l'intérieur leur donne des bonbons, puis je remerciais la personne et nous passions à la maison suivante. Rien d'inhabituel jusque-là, jusqu'à ce que ma sœur commence à se plaindre du froid. J'ai donc décidé de les ramener tous les deux à la maison. Ils ont attrapé mes mains pour se réchauffer, et je les tenais bien près de moi pendant que nous marchions. Nous n'étions pas allés bien loin, notre maison était encore visible au bout de la rue droite, et il n'y avait personne d'autre dans les environs. Au bout de 30 secondes de marche, mon petit frère a repéré une maison sur notre droite à 6 maisons de la nôtre, dont le porche était maintenant allumé, bien qu'il ne l'ait pas été plus tôt. Nous avons tous marché jusqu'à cette maison, mais il n'y avait pas de sonnette. J'ai donc ouvert la porte moustiquaire et frappé à la porte en bois intérieur. Nous avons attendu quelques secondes sans rien entendre, alors j'ai frappé de nouveau, et toujours aucune réponse. À ce moment-là, j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai pensé qu'il valait mieux qu'on rentre à la maison, malgré la déception de mon petit frère. Nous venions de retourner dans la rue et recommencions à marcher quand nous avons entendu la porte de la maison s'ouvrir brusquement et un homme a crié « Hé !» Je me suis retourné en attrapant la main de mes frères et sœurs. Dans l'embrasure de la porte se tenait un homme grand. Je ne pouvais pas bien voir son visage ni ce qu'il portait vraiment car il faisait nuit, et la lumière derrière lui créait une ombre sur sa silhouette. Cependant, à en juger par sa voix, il semblait d'âge moyen. La porte intérieure en bois était grande ouverte, et il retenait la porte moustiquaire avec son bras droit, tout en s'appuyant contre le cadre de la porte. Derrière lui, je pouvais voir un escalier recouvert de moquettes et ce qui ressemblait à une cuisine éclairée par une lumière au plafond qui illuminait toute la pièce. Je ne me souviens pas des mots exacts de la conversation entre l'homme et moi, mais je me rappelle du ton général. Il a crié « J'ai des bonbons à l'intérieur !» avec une intonation étrange qui a immédiatement déclenché toutes sortes d'alarmes dans ma tête. C'était comme si on pouvait entendre son grand sourire sans même le voir. Je n'ai vu aucun bonbon derrière lui, et j'avais assez de bon sens et de mise en garde sur les dangers des inconnus pour savoir qu'il ne faut jamais entrer chez quelqu'un pendant Halloween. Je serrai fort la main de mes frères et sœurs, silencieux, et j'ai répondu « Non, merci », avant de commencer à marcher rapidement en les entraînant avec moi. Alors que nous nous éloignions, il a encore crié « Vous êtes sûr ?» d'un ton presque suppliant. Sans m'arrêter, je me suis retourné et j'ai répondu « Oui », à quoi il a répondu « Oh, d'accord », d'une manière exagérément triste et étrange. Il est rentré chez lui et a fermé la porte. Qui était cet adulte bizarre qui essayait de faire entrer des enfants dans sa maison
et semblait délibérément déçu quand il refusait, cela m'a donné toutes sortes de mauvais pressentiments. Tout en pressant le pas pour rentrer à la maison, j'ai dit à mes frères et sœurs qu'ils ne devaient jamais entrer chez un inconnu pendant Halloween. Nous sommes rapidement rentrés chez nous, et pendant que ma mère et moi vérifions les bonbons pour nous assurer qu'ils n'étaient pas trafiqués, je lui ai parlé de cet homme. Elle a trouvé cela étrange, mais nous n'avons finalement rien fait à ce sujet. Conclusion. N'essayez jamais de faire entrer des enfants chez vous pendant Halloween, que vos intentions soient de bonnes ou non. Il existe une vieille comptine qui dit quelque chose comme ceci. Lizzie Borden prit une hache, donna 40 coups à sa mère. Quand elle vit ce qu'elle avait fait, elle en donna 41 à son père. Bien que cette comptine contienne plusieurs inexactitudes historiques, une chose est certaine. Lizzie Borden sera à jamais blâmée pour la mort de son père et de sa belle-mère, le jeudi 4 août 1892. Aujourd'hui encore, sa maison est l'une des attractions de fantômes les plus prisées et les plus renommées des États-Unis. Mais pour comprendre pleinement les circonstances de son procès, nous devons remonter dans le temps pour en savoir plus sur celle qu'on appelle la meurtrière à la hache de Fall River. Lizzie Andrew Borden est née le 19 juillet 1860 d'Andrew et Sarah Borden. Son père, Andrew, était l'un des hommes d'affaires les plus prospères de Fall River, avec une fortune estimée à 300 000 $ en 1892, soit plus de 9 630 000 $ aujourd'hui. Son empire comprenait des activités dans l'immobilier, la présidence d'une banque, ainsi que ses propres manufactures textiles. Cependant, Andrew Borden était souvent très économe, surtout quand il s'agissait de dépenser pour sa femme et ses filles, Lizzie et Emma. La famille était connue pour être très religieuse, et les filles s'impliquaient activement dans les activités de leur église. Lizzie était une enseignante populaire à l'école du dimanche et servait dans plusieurs organisations liées à l'église, dont l'Union chrétienne de tempérance des femmes. Après le décès de leur mère, Andrew s'est remarié avec une femme influente de la communauté, Abby Durfee Gray. Il était de notoriété publique au sein de la famille Borden que Lizzie détestait profondément sa nouvelle belle-mère, allant jusqu'à ne l'appeler que Madame Borden. Cette animosité croissante entre elles, combinée à des tensions domestiques de plus en plus vives, comme le rapportera plus tard Bridget Sullivan, leur domestique de 25 ans, pourrait être l'une des principales causes des meurtres d'Andrew et d'Abby. Par exemple, Lizzie et Emma partaient souvent en vacances somptueuses aux frais de leur père, ce qu'ils désapprouvaient fortement. En retour, Andrew avait l'habitude d'offrir des cadeaux de grande valeur immobilière à la famille d'Abby, ce qui ne faisait qu'aggraver les tensions avec ses propres filles. Le climat sombre et tendu de la maison atteint son paroxysme lorsque Abby Borden fut convaincue que la vie de sa famille était en danger immédiat. La famille avait souffert d'une violente intoxication alimentaire due à du mouton qui était resté sur la cuisinière pendant plusieurs jours. Abby pensait que cela n'était pas un simple accident, mais plutôt une tentative de représailles contre son mari, qui s'était fait des ennemis à Fall River. Cette théorie fut balayée lorsque le frère de Sarah Borden, John Morse, arriva à l'improviste pour rendre visite à Andrew et discuter de nouvelles affaires. Leur discussion se transforma en une violente dispute, et ce qui s'est passé ensuite appartient à l'histoire. Le 4 août 1892, après une dernière discussion entre Andrew et John vers 8h48 du matin, John quitta la maison, promettant de revenir pour le déjeuner, mais ce repas n'aurait jamais lieu. Entre 9h et 10h30, Abby monta à l'étage pour faire le lit de la chambre d'amis, une tâche qui, selon certaines rumeurs, était habituellement partagée entre Lizzie et Emma. C'est à ce moment que des pas se firent entendre dans l'escalier. Abby se retourna et fut frappée à la tête avec une hachette, qui lui fendit le crâne au-dessus de l'oreille. Elle s'effondra face contre terre. Comme le dit la comptine, Abby fut frappée 17 fois à l'arrière de la tête. Inconscient de ce qui venait de se passer, Andrew Borden rentra chez lui vers 10h30. Bridget, la domestique, vint lui ouvrir la porte. Elle se souvient avoir entendu Lizzie rire depuis l'étage bien qu'elle ne la voyait pas. Lorsque son père lui demanda où se trouvait Abby, Lizzie répondit qu'elle ne l'avait pas vue depuis le petit déjeuner
et supposait qu'elle était sortie s'occuper d'une amie malade. Andrew se rendit ensuite dans le salon pour s'installer et faire une courte sieste. Ce qui se produisit ensuite constitue la deuxième moitié de la comptine sinistre. Alors qu'il dormait, Andrew fut attaqué avec la même hachette qui avait tué sa femme. Il fut frappé entre 10 et 11 fois, son visage étant atrocement mutilé, à tel point que l'un de ses yeux fut littéralement coupé en deux et pendait encore de son crâne ensanglanté. C'est à ce moment que Bridget, qui nettoyait les fenêtres à l'étage, entendit Lizzie crier « Père est mort, quelqu'un est entré et l'a tué !» Le médecin de la famille, le docteur Bowen, qui vivait en face de la maison, accourut et prononça la mort d'Andrew et d'Abby, fixant l'heure de leur décès à 11 heures du matin. L'enquête sur les meurtres des Borden fut lancée immédiatement, et Lizzie, Emma et Bridget furent toutes interrogées. Les réponses de Lizzie furent jugées incohérentes et inappropriées. Elle affirma d'abord avoir entendu un bruit de grattement et un gémissement avant de rentrer dans la maison, mais elle se rétracta plus tard, affirmant qu'elle n'avait rien entendu. Son comportement général fut jugé bizarre pour quelqu'un qui venait de perdre ses deux parents de manière aussi brutale. De plus, la police découvrit la hachette brisée, vraisemblablement l'arme du crime, dans la cave de la maison. Pendant le procès, un autre détail bizarre fut révélé. Lizzie avait été vue en train d'acheter de l'acide pour soi-disant préserver ses fourrures, mais rien de cela ne fut relevé dans les rapports d'autopsie. La police n'avait pas non plus fouillé sa chambre à fond, Lizzie ayant affirmé ne pas se sentir bien ce jour-là. Les jours suivant les meurtres, Lizzie fut observée par la police, notamment lorsqu'elle descendit à la cave avec une lampe à pétrole et un seau pour brûler l'une de ses robes, prétendant qu'elle était tachée de peinture. Le 8 août 1892, son audition eut lieu. Le 11 août, Lizzie fut arrêtée pour le double homicide. Cependant, après un procès qui dura jusqu'au 20 juin 1893, elle fut acquittée. Le jury ne la déclara pas coupable des meurtres, mais l'affaire resta une énigme non résolue et à ce jour, personne n'a jamais été officiellement accusé. Lizzie et sa sœur Emma quittèrent plus tard la maison familiale pour une autre propriété dans un quartier huppé de Fall River. Lizzie mourut d'une pneumonie le 1er juin 1927 à l'âge de 66 ans, suivie 9 jours plus tard par sa sœur Emma. Aujourd'hui, l'affaire Lizzie Borden continue de fasciner, alimentant livres, films, séries télévisées et même des podcasts. L'ancienne maison des Borden est maintenant un bed and breakfast populaire et une attraction hantée où les visiteurs peuvent vivre des expériences paranormales. Alors, à vous de décider, Lizzie était-elle réellement innocente ou était-elle coupable? J'avais environ 7 ou 8 ans quand c'est arrivé, autour d'Halloween. Ma sœur et moi étions dans le salon en train de regarder des films d'horreur. Ma mère venait de partir pour le travail. Il était environ 9h30 du soir, et elle travaillait de nuit dans une usine à 1 heure de route. Mon père venait de l'accompagner à sa voiture, comme il le faisait toujours pour s'assurer qu'elle partait en sécurité, car notre quartier n'était pas vraiment l'endroit idéal pour vivre. Après qu'elle ait reculé avec sa voiture, il est revenu à l'intérieur, s'est assis sur le canapé, et nous avons continué à regarder la télévision. Le film Chucky, la poupée de sang venait de commencer. Étant enfant, j'ai toujours eu peur des poupées, alors je me suis recroquevillé sur le canapé près de l'un de nos chiens. J'ai remarqué que le chien s'était réveillé et fixait l'une des portes de notre salon qui menait à la véranda. Pour expliquer un peu mieux, nous avions une véranda fermée qui ressemblait davantage à un grand vestibule. Il y avait une table en forme de L où je faisais mes devoirs ou traînais avec mes amis. C'était la première pièce où l'on entrait après avoir franchi les 2 portes d'entrée. Une fois dans cette pièce, on pouvait soit tourner à gauche pour entrer dans le salon par nos anciennes portes doubles, soit marcher tout droit pour passer par une porte vitrée menant à la cuisine. J'ai regardé la porte que le chien fixait, et j'ai vu une silhouette debout dans notre véranda. Comment n'avons-nous pas entendu la porte s'ouvrir? Cela me dépasse. Aujourd'hui, je pense que mon père n'a peut-être pas verrouillé la porte ou qu'elle est restée entr'ouverte. Nous avions des rideaux assez larges sur les 2 portes doubles qui nous permettaient de voir un peu à travers la véranda, et nous laissions toujours la lumière allumée jusqu'à ce que nous allions nous coucher, pour montrer que quelqu'un était à la maison et éveillé.
Je ne me souviens plus si c'est moi ou ma sœur qui avons signalé la présence de cet homme. Mon père s'est levé d'un bond et s'est précipité vers la véranda où se trouvait l'homme. Un petit mot sur mon père. Il mesurait environ 1,90 m, était un peu en surpoids, et avant, il avait été infirmier, puis il était entré dans le corps des Marines. Il était en bonne forme et assez intimidant avant de se briser les hanches, ce qui avait nécessité une opération et l'obligeait désormais à utiliser un déambulateur ou à boiter. Bref, quand je dis qu'il s'est précipité, il ne courait pas vraiment à pleine vitesse, car il ne pouvait plus le faire. Mais il était toujours très intimidant par sa carrure et son attitude. Je me souviens avoir entendu la porte vitrée s'ouvrir, puis un cri étouffé. Ça a duré ce qui m'a semblé être une éternité, mais en réalité, cela n'a probablement duré que 10 minutes. Ma sœur, qui avait 12 ans à l'époque, était allongée par terre près des portes doubles, essayant d'écouter leur conversation. Je pense que moi, je continuais à regarder le film, ou quelque chose du genre. Quoi qu'il en soit, mon père est revenu peu après et s'est rassis. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter et de continuer à regarder le film. Finalement, il a éteint la télé plus tôt que prévu et nous a envoyés au lit. Il a mentionné qu'il allait dormir dans le salon ce soir-là. J'étais jeune, mais suffisamment malin pour comprendre qu'il était inquiet de voir cet homme revenir. Heureusement, cet homme n'est jamais revenu, mais une semaine plus tard, ma sœur et moi avons réussi à assembler les pièces du puzzle en écoutant des conversations et en posant des questions. Apparemment, ce qui s'était passé, c'est que cet homme était entré chez nous, probablement ivre ou drogué, il n'était pas sûr. Il allait entrer complètement dans la maison, mais en voyant mon père, il avait eu un moment de recul. Mon père n'avait cessé de lui demander qui il était et pourquoi il était dans notre maison. L'homme répétait juste « Je suis ici pour travailler, mec. J'ai besoin d'argent. Laisse-moi travailler, s'il te plaît. » Mon père a essayé de le faire partir une première fois, mais l'homme le fixait sans rien dire, ce qui a rendu mon père encore plus furieux. Il a littéralement dû ouvrir la porte et pousser l'homme dehors. Celui-ci répétait sans cesse « S'il te plaît, j'ai besoin d'argent. Ne me fais pas sortir. Laisse-moi travailler. Je ne veux pas retourner là-bas. » Mon père a finalement réussi à le faire sortir après quelques mots bien choisis. Je ne suis pas sûr qu'il ait appelé la police, mais comme aucun officier n'est venu, je suppose qu'il a pensé qu'il pouvait gérer la situation seul, ce qui expliquerait aussi pourquoi il a dormi dans le salon cette nuit-là. Nous n'avons jamais revu cet homme, heureusement, et personne n'a jamais tenté quelque chose de similaire. Je me demande encore si cet homme était simplement très ivre ou sous l'effet de drogue, mais quoi qu'il en soit, je suis content qu'il ne soit jamais revenu. Tout le monde ou presque a déjà entendu parler de la célèbre franchise japonaise de jeux vidéo et de films Silent Hill et de la ville américaine qui l'a inspirée, Centralia, en Pennsylvanie. Mais qu'est-ce qui relie ces deux éléments? Et qu'est-ce qui a transformé cette communauté autrefois prospère en une ville fantôme toxique qu'elle est devenue aujourd'hui? Je suis désolé de décevoir les fans de jeux vidéo, mais Centralia n'a presque rien à voir avec Silent Hill, si ce n'est le fait qu'elle dégage en permanence des gaz toxiques dans l'atmosphère, créant cette ambiance brumeuse reconnaissable et adorée par beaucoup. Pour les habitants de Centralia, cette ville était autrefois le foyer d'une communauté minière florissante dans le nord-est de la Pennsylvanie, comptant 14 mines de charbon très actives et une population d'environ 2500 habitants jusqu'au début du XXe siècle. À partir de là, la population a commencé à diminuer, jusqu'à ce que l'État intervienne. De nombreuses personnes ont cependant refusé de quitter leur maison. Aujourd'hui encore, Centralia est affectée par un incendie souterrain qui ne cesse de brûler. Centralia possède une histoire riche et fascinante. En plus des ressources en combustible fossile enfouies sous la ville, les mines ont souvent été négligées, même pendant la construction du chemin de fer de Mine Run en 1854. À l'origine, la ville s'appelait Bull's Head, du nom de la taverne locale, Bull's Head Tavern, en 1832. 10 ans plus tard, en 1842, la terre fut achetée par la société Locust Mountain Coal and Iron Company, déclenchant ainsi le boom minier. Beaucoup des mines exploitaient l'anthracite, une forme de charbon dur et noir, réputé pour son éclat sous-métallique. Ce charbon, appelé aussi charbon noir, Kilkenny Coal,
ou encore Black Diamond, contient le plus haut pourcentage de carbone de tous les types de charbon connus. Un ingénieur minier nommé Alexandre Ray, qui devint ensuite le fondateur de la ville, s'installa à Bulls Run avec sa famille et commença à développer le village. De Bulls Run à Centerville, puis à Centralia, la ville était en passe de devenir un lieu prospère où l'on pouvait fonder une famille, avec une économie florissante grâce aux mines. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. L'une des premières tragédies qui frappa la ville fut le meurtre d'Alexandre Ray, le père fondateur, assassiné de sang-froid par des membres de la société secrète des Molly Maguire le 17 octobre 1868, alors qu'il se rendait en calèche de Centralia à Mount Carmel. 3 hommes furent condamnés et pendus le 25 mars 1878 à Bloomsburg, tout comme d'autres membres des Molly Maguire dans tout l'État. Mais ce n'était pas la seule fois où la ville fut victime de cette société secrète. Selon une légende locale, un prêtre nommé Daniel Ignace McDermott aurait maudit la ville après avoir été attaqué par plusieurs membres des Molly Maguire en 1869. Il aurait prédit que l'église Saint-Ignace serait le dernier bâtiment à rester debout à Centralia, un présage de ce qui allait advenir. Jusqu'aux années 1980, plusieurs descendants des Molly Maguire vivaient encore à Centralia, mais cela reste une légende ouverte à interprétation. À son apogée, Centralia comptait environ 2761 habitants, avec plusieurs églises chrétiennes de différentes confessions, 5 hôtels, 27 saloons, 2 théâtres, une banque, un bureau de poste et 14 magasins. Cependant, la ville commença à remarquer le déclin de sa population alors que les États-Unis se préparaient à la Première Guerre mondiale. Puis, le krach boursier de 1929 provoqua une autre rupture majeure, entraînant la fermeture de 5 mines de la Lehigh Valley Coal Company, licenciant ainsi de nombreux travailleurs et plongeant la ville dans une spirale descendante. Même avec ces coupes budgétaires, cela n'a pas empêché les mineurs clandestins de continuer à travailler pour subvenir à leurs besoins. C'est à cette époque que les mineurs mirent en œuvre des techniques comme le pillage des piliers, qui consistait à extraire du charbon des parties des mines qui soutenaient la structure, augmentant ainsi les risques d'effondrement. Selon certaines rumeurs, cela aurait contribué à la destruction des mines et, en fin de compte, à la chute de Centralia telle que nous la connaissons aujourd'hui. Tout a basculé le week-end de la fête des morts, le 27 mai 1962, lorsqu'un incendie de mines souterraines a commencé, se propageant à travers les labyrinthes de puits et de tunnels, brûlant plus de 1500 hectares de terrain. Il existe plusieurs théories sur l'origine des incendies. Certains disent qu'ils ont été déclenchés par les pompiers pour nettoyer la décharge surpeuplée de la ville, tandis que d'autres pensent que des mineurs clandestins ont allumé un feu près de la décharge qui n'a jamais été éteint. Le résultat fut que les habitants commencèrent à sentir des odeurs horribles et à tomber malades, tandis que le feu continuait à brûler sous la ville. Face à la gravité de la situation, un inspecteur des mines fut appelé pour évaluer les dégâts. Il constata que l'incendie, dont l'origine était inconnue, devenait incontrôlable, et des quantités mortelles de monoxyde de carbone se propagèrent dans les mines, rendant Centralia dangereuse à vivre. De nombreuses tentatives furent faites pour éteindre le feu, mais la plupart échouèrent. Un des plans impliquait de creuser des tranchées pour exposer les flammes et les éteindre, mais cela coûta trop cher et le projet manqua de financement. Malgré ces difficultés, les habitants de Centralia n'étaient pas prêts à abandonner leur ville. Ils continuaient à vivre leur quotidien, même si une grande partie de la population avait déménagé pour fuir les toxines qui s'échappèrent du sol. Cependant, le 14 février 1981, un incident majeur attira l'attention du pays entier. Un garçon de 12 ans, Tom Debosky, tomba dans un trou de 50 mètres de profondeur qui s'ouvrit sous ses pieds. Heureusement, il survécut en s'accrochant à une racine d'arbre et fut sauvé par son cousin. En 1983, le gouvernement fédéral intervint en débloquant 42 millions de dollars pour racheter la ville, démolir les bâtiments et reloger les habitants restants. Pourtant, certains refusèrent de partir. Sur les 2500 habitants initiaux, seulement 63 restaient en 1993. Aux yeux de l'État de Pennsylvanie,
Ces personnes étaient devenues des squatteurs dans leur propre ville. En 2013, moins de 10 personnes y vivaient encore, et un règlement juridique leur permit de rester dans leur maison jusqu'à leur mort, après quoi l'État reprendrait les terres. Aujourd'hui, l'incendie continue de brûler sous Centralia, et les experts prévoient qu'il pourrait durer encore 250 ans. Seuls 5 habitants vivent encore à Centralia, et ils n'ont pas l'intention de partir. Le bâtiment municipal, le garage des pompiers, ainsi que quelques églises et cimetières sont toujours en place. Centralia est devenue une destination touristique populaire pour ceux qui veulent voir la véritable Silent Hill. En se promenant dans les fumées et brouillards omniprésents, il ne reste plus que des arbres et la végétation à la place des maisons. Pour ceux qui croient aux légendes, peut-être que la malédiction du père McDermott a réellement joué un rôle dans la chute de la ville. Le 30 octobre 1975, Martha Moxley, âgée de 15 ans, et un groupe d'amis participaient à ce qu'on appelle communément la Nuit des farces ou Nuit du diable, la veille d'Halloween. Cette nuit-là, partout dans le monde, enfants et adolescents se livrent à toutes sortes de blagues et d'actes de vandalisme. Martha et ses amis avaient choisi de lancer des rouleaux entiers de papier toilette sur des arbres ou des maisons, formant ainsi de longues traînées de papier. Ensuite, comme pour alerter les propriétaires de leur farce, Martha et ses amis sonnaient à la porte avant de s'enfuir dans la nuit. C'était innocent, bien que légèrement irritant. Alors que le groupe se promenait joyeusement entre les cibles potentielles, Martha fut aperçue en train de discuter avec un garçon plus âgé, Thomas Skakel. Plus tard dans la soirée, le duo fut vu en train d'échanger des baisers et quitta le groupe vers 21h30 main dans la main. Les amis de Martha pensaient assister au début d'une romance, mais la vérité était qu'ils ne reverraient jamais Martha. Le lendemain matin, la mère de Martha descendit dans le jardin après avoir remarqué quelque chose sous un arbre. Cela ressemblait d'abord à un tas de vêtements, mais en s'approchant, la mère de Martha réalisa ce qu'elle regardait. Ce n'était pas une décoration élaborée pour Halloween, c'était le corps ensanglanté et mutilé de sa propre fille. Martha avait été défigurée à tel point qu'elle était presque méconnaissable. De plus, des indices suggéraient qu'elle avait été agressée sexuellement avant sa mort. Des morceaux d'un club de golf cassé étaient éparpillés à côté de son corps, et tout indiquait que le meurtrier avait continué à la poignarder avec l'extrémité cassée du club, après que celui-ci se soit brisé. En coordonnant leurs efforts avec plusieurs magasins de sport locaux, les forces de l'ordre réussirent à retracer la provenance de ce club de golf jusqu'à la famille Skakel, dont l'un des fils, Thomas, avait été l'une des dernières personnes à avoir vu Martha vivante. Naturellement, cela fit de Thomas le principal suspect. Cependant, les soupçons furent détournés lorsque son jeune frère, Michael, fit une confession troublante. Michael affirma que, vers minuit, il espionnait les fenêtres depuis un arbre près de la maison de Martha. Il prétendit alors avoir entendu Thomas avouer le meurtre de Martha avec le club de golf. Un autre témoin, un enfant, déclara que Michael, en raison des connexions de sa famille, bénéficiait de privilèges spéciaux et aurait même dit une fois « Je vais m'en sortir, même pour un meurtre ». 16 ans plus tard, la famille Moxley engagea un détective privé pour rouvrir l'enquête sur Martha. Le rapport écrit par l'enquêteur, connu sous le nom de rapport Sutton, révéla la nature changeante du récit de Michael Skakel, évoluant d'une version impliquant la culpabilité à une version d'innocence, comme s'il était conseillé par les avocats de la famille. Le rapport soulignait que, malgré les soupçons évidents pesant sur Thomas, c'était en réalité Michael qui était coupable du meurtre de Martha. Il fallut plus d'une décennie de campagnes et d'enquêtes supplémentaires, mais en juin 1998, Michael Skakel fut finalement accusé de meurtre, avec une caution fixée à un demi-million de dollars. Le 7 mai 2002, l'avocat de Michael affirma devant le tribunal qu'il était innocent et qu'il se trouvait chez son cousin au moment du meurtre. Toutefois, le procureur fit rapidement remarquer que Michael avait déjà avoué s'être caché dans un arbre non loin de la maison de Martha, précisément l'arbre sous lequel le corps de la jeune fille fut retrouvé. Le procureur plaida alors que Michael avait probablement observé Martha embrasser son frère aîné et, poussé par la jalousie,
l'avait approché pour obtenir les mêmes faveurs. Lorsque Martha le repoussa, Michael, enragé, l'aurait attaqué avec le club de golf, la battant à mort. Les arguments du procureur furent si convaincants que, le 7 juin 2002, le jury déclara Michael Skakel coupable de meurtre au premier degré. Il fut ensuite condamné à la réclusion à perpétuité à l'établissement correctionnel de Garner, dans le Connecticut. Après sa condamnation, Michael continua de clamer son innocence. En 2007, ses avocats demandèrent officiellement un nouveau procès. Leur argument était basé sur la déclaration de Tony Bryant, cousin du défunt joueur de basketball Kobe Bryant et ancien camarade de classe des Skakel. Tony affirma qu'un de ses amis avait ouvertement exprimé, le soir du meurtre, son envie d'attaquer Martha. Bien que cette déclaration n'ait pas eu d'impact majeur, elle introduisit suffisamment de doutes pour que l'affaire soit portée devant la Cour suprême du Connecticut en décembre 2016. Malgré les espoirs de la famille Skakel, la condamnation de Michael fut maintenue par une majorité de 4 contre 3. Un des juges ajouta que cette condamnation était le résultat des preuves accablantes présentées par le procureur et que, selon lui, la représentation légale de Michael n'avait pas été incompétente, sa condamnation étant le fruit de sa propre culpabilité. Malgré cette première condamnation et le rejet de son appel en 2016, Michael Skakel fut finalement libéré de prison et il fut annoncé qu'il ne subirait pas de nouveau procès. Pourtant, plusieurs questions importantes restent en suspens. Michael Skakel est-il un homme innocent qui n'aurait jamais dû voir l'intérieur d'une cellule? Ou bien un meurtrier qui a su manipuler le système judiciaire pour obtenir sa liberté?